Hey! Juste après cette vidéo, n'oublie pas de faire un tour sur ma page Utip. Tu pourras y soutenir mon travail gratuitement en regardant quelques publicités. À chaque publicité regardée, la chaîne gagne 5 centimes. Si vous êtes des milliers à le faire, je pourrai vivre de ma passion. Sur ce, je te laisse et je te souhaite un bon visionnage. Tous les liens importants sont dans la description de la vidéo. Il venait en paix. Chapitre 2. Bienvenue dans Super Flame Story. Une fois arrivés à la base, Didier Chauvin, l'agriculteur, et Richard Small Jr., l'ambassadeur némérien, furent amenés dans un bâtiment spécialement aménagé en zone de quarantaine, comme le prévoyait le protocole mis en place par le professeur Vallier. Les deux hommes furent soumis à une batterie de tests et on effectua de nombreux prélèvements pour analyse. Le professeur tenait compagnie aux deux hommes. Tout le monde était assis autour d'une table. « Tout se passe bien ?» demanda le professeur. Je suis un peu déçu de devoir rester enfermé ici, mais bon, je respecte votre protocole, commenta l'ambassadeur. Cependant, j'ai le devoir de vous prévenir que si je ne peux pas mener à bien ma mission pour une quelconque raison, cela risque de créer un incident diplomatique. C'est-à-dire ? Eh bien, pour commencer, lorsque je suis arrivé dans la zone de quarantaine, on m'a pris ma valise. C'est une valise diplomatique. J'ai conscience qu'il s'agit d'une disposition de votre protocole, mais j'aimerais qu'elle me soit restituée rapidement. Elle contient un dispositif me permettant de contacter mes collaborateurs, et en l'absence de compte-rendu régulier de ma part, il est possible que mon gouvernement décide d'envoyer sur votre planète d'autres gens un peu moins sympathiques que moi pour voir de quoi il en retourne, si vous voyez ce que je veux dire. Le professeur fronça les sourcils. Je vous trouve bien menaçant pour un homme qui vient en paix. Venir en paix ne veut pas dire qu'il ne faut pas prévoir des mesures dans le cas où cette paix est compromise, n'est-ce pas ? Je comprends. Votre valise vous sera rendue dès que nous l'aurons analysée. Mais cessez vos sous-entendus agressifs. Avec moi, ça passe. Devant d'autres personnes, ça peut très vite partir en sucette. Monsieur Richard Small Jr. J'en prends note, excusez-moi. À ce propos, vous parliez de propositions que vous voudriez soumettre à l'ONU. Ouais, son gouvernement investit des milliards dans la découverte d'autres civilisations humaines. C'est sympa, non ? S'exclama Didier. Un investissement, c'est rarement sans attente de retour, commenta le professeur. En effet, reprit l'ambassadeur, les propositions que mon gouvernement désire soumettre à ceux de votre planète sont basées sur des relations de partenariat. Tout le monde y gagne. La mondialisation, vous connaissez ? Oui, en pratique même. Maintenant, imaginez le concept étendu à une forme interplanétaire. C'est ce qu'on appelle l'interplanétarisation. Les échanges économiques ne se font plus entre nations, mais carrément entre planètes. Et ma mission est de connecter votre planète à ce système économique gigantesque et bourré d'opportunités. Ouais, en gros, vous débarquez pour venir faire du business sur notre dos, s'exclama l'agriculteur. Mais non, c'est une relation de partenariat, on ne fait rien sur votre dos, on construit les choses ensemble. Imaginez ce qu'on peut vous apporter. Voyages spatiaux, médecine avancée, éradication des maladies, nanotechnologie de pointe. La Terre a un retard technologique considérable par rapport à d'autres planètes humaines. D'autres planètes humaines ? Interrogea le professeur. Oui, apparemment on n'est pas les seuls, reprit Didier. Il semblerait qu'il y a la blinde de planètes comme la nôtre. Mais je vous rassure, nous sommes tombés sur quelques planètes qui sont considérablement en retard par rapport à la vôtre. Dernièrement, nous avons découvert une planète humaine dont le niveau technologique est comparable à la période que vous appelez Antiquité. Tout le monde se balade en toge et croit à une multitude de dieux. C'est incroyablement épuisant, mais j'y suis d'ailleurs allé en vacances avec ma femme. Attendez, vous avez transformé une planète avec une humanité toute jeune en lieu touristique ? Oui, bien sûr, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant, c'est juste du business. Cette civilisation n'avait pas grand-chose à offrir, contrairement à la vôtre. Le sol terrestre regorge de métaux qui intéressent grandement les industries némériennes. Je suis sûr que vous pourriez obtenir de super deals comme l'éradication de 100% des pathogènes actuellement présents sur votre planète contre quelques concessions minières. Vous pourriez même profiter de nos technologies d'extraction et ça créerait des milliers, non, des millions d'emplois. On peut promettre le plein emploi à votre planète. Attendez, vous êtes un politicien ou un VRP ? Vous parlez comme un commercial. Sur Nemeria, tout est économie et business. La politique est un business qui a pour but de favoriser le business de nos firmes transplanétaires. Vos politiques ont le même genre de job, ce serait se voiler la face que de dire le contraire. C'est vrai que sur ce point, il n'a pas tort, commenta Didier. Oui, enfin, les Némériens commencent de plus en plus à avoir l'air de colonisateurs économiques qu'autre chose. Écoutez, vous êtes à un stade où le progrès est inévitable.
Les gens qui parlent de décroissance me font doucement marrer. À chaque fois qu'une délégation némérienne est arrivée sur une planète avec une économie suffisamment mature, des contrats ont été signés dans tous les sens et tout le monde finit par être hyper enthousiaste. On accompagne tous les mondes humains vers un futur de flux interconnectés et profitable à tous. Et on ne vous a jamais dit non. Non, parce que nos propositions paraissent toujours extrêmement logiques et intéressantes aux nations dominantes dans le cas où la planète a encore un système de chefs d'État et de nations. Bien entendu, ça arrive que des petits pays insignifiants s'opposent à ça, mais ils se font bouffer par les superpuissances qui signent avec nous. En général, dans les 10 ou 20 années qui suivent nos premiers deals, on voit les structures de gouvernement s'orienter de plus en plus vers une gouvernance mondiale. Petite question. Oui. Pourquoi vous nous racontez tout ça ? Parce que c'est inévitable. Ça ne peut pas ne pas marcher, le truc est trop bien ficelé. Si on pose le pied sur votre planète, pardonnez-moi l'expression, mais vous êtes instantanément niqué. Le seul moyen de ne pas se retrouver connecté à notre économie universelle, c'est de ne jamais en avoir entendu parler. Si on sait que vous existez, à la seconde où un mec comme moi fout le pied sur votre planète, vous finissez par signer des contrats. Le capitalisme a son paroxysme, commenta le professeur. Et admettons, si au lieu de vous avoir laissé atterrir, on avait dégommé votre vaisseau. Vous avez au moins 2 siècles de retard sur nos technologies militaires. C'est comme si vous jetiez un caillou sur un tank en tentant de le faire exploser. Mais encore, le caillou, vous auriez pu le lancer. Mais je peux vous assurer que le moindre de vos missiles n'aurait jamais pu décoller. Comment vous croyez que j'ai appris votre langue ? Comment ma secrétaire a pu me briefer sur votre planète ? On peut littéralement faire ce qu'on veut avec les télécommunications de votre planète. On n'a jamais eu besoin d'utiliser notre puissance militaire jusqu'à présent. Mais s'il le faut, en 3 heures, on peut prendre le contrôle total sur n'importe quelle planète civilisée. 1 heure tout au plus si la planète est déjà rentrée dans l'ère du numérique, ce qui est votre cas d'ailleurs. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Parce que les menaces, c'est pas bon pour les affaires. Un deal consenti qui fait gagner les 2 parties est toujours plus rentable. Plein emploi à l'échelle mondiale, plus éradication des maladies, plus voyages spatiaux, plus bancs technologiques titanesques, c'est vachement plus sexy que l'esclavage. Et vous n'avez jamais eu affaire à une planète où ça n'a juste pas marché ? Non, jamais. Le plan ne contient aucune faille. À moins d'un changement politique majeur de notre côté, ce qui n'arrivera pas, tout le monde gagne beaucoup trop à procéder de la sorte, on gagne. On gagne toujours. Et admettons qu'on accepte vos deals. Avec notre avancée technologique nouvelle, on n'aurait pas moyen de vous botter le cul en retour ? Non, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'est pas con au point de vous refiler des technologies capables de nous nuire. Et si par exemple on vous fait faire un bond de technologie de 2 siècles, nous, de notre côté, on se garde une marge de 3 ou 4 siècles d'avance. En gros, les trucs ultra innovants de votre point de vue sont obsolètes pour nous. C'est notre politique globale. La seconde raison, c'est qu'une fois que le système est en place, il est tellement bien huilé et addictif que la proportion de gens qui veulent changer la donne s'en retrouve dans l'incapacité tant que les autres ont envie de défendre le système. On a toujours une petite proportion de rebelles, mais les seuls endroits où ils remportent leur combat, c'est dans les films. Bon, en gros, votre plan, c'est de la mettre profond à 7 milliards d'êtres humains, quoi. s'exclama Didier. C'est pas unilatéral. On y gagne certes, mais vous y gagnez aussi. Le professeur soupira et se leva. Bon, je vais informer le président de tout ce que vous m'avez dit. Le pire, c'est que je sais qu'il sera typiquement un des premiers à signer un deal avec votre gouvernement, déclara le professeur, dépité. Et toutes les grandes nations de cette planète suivront, je vous le garantis. Le premier qui n'emboîtera pas le pas se verra mis hors jeu, et ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un pays. Et qu'adviendra-t-il des pays qui refuseront ? J'ai observé 2 cas de figure dans ma carrière. Soit ils se font bouffer par les pays qui ont accepté, que ce soit économiquement ou militairement, soit ils restent passifs et leur population décroît considérablement jusqu'à extinction. Comment ça, leur population décroît ? À cause de la raison pour laquelle vous m'avez intelligemment placé en quarantaine. Des pathogènes venus d'ailleurs ? Exact, les pays qui refusent de traiter avec nous refusent nos traitements avancés. Or, ceux qui ont accepté nos deals se retrouvent avec la capacité d'effectuer des voyages interstellaires. Et il existe sur un certain nombre de planètes des saloperies que votre médecine ne peut absolument pas éradiquer. Et c'est encore l'Afrique qui va morfler. Pas nécessairement, la tendance est plutôt à l'acceptation globale des deals. Sur la plupart des planètes, on a assisté à une globalisation du système et à une homogénéisation de la population.
Vous verrez que dans les années qui suivront les premières signatures d'accords, les concepts de nation vont commencer à devenir un peu has-been. L'économie va pousser à l'uniformisation. Si les politiques de la génération actuelle sont un peu réfractaires, vous verrez que ceux des générations suivantes le seront beaucoup moins, puisqu'ils auront grandi dans un monde qui sait qu'il en existe d'autres. Ça vous paraîtra logique, vous vous comparerez aux autres planètes et vous aurez envie de copier leur modèle. Et de toute manière, on va vous aider à aller dans ce sens. Parce que oui, bien sûr, c'est bon pour nous, mais c'est aussi très bon pour vous, je vous assure. Une fois la quarantaine terminée, Didier l'agriculteur retourna s'occuper de sa ferme. Richard Small Jr., quant à lui, rencontra le président de la République et, comme l'avait prédit le professeur Vallier, il ressortit de cette entrevue un accord secret entre le gouvernement français et le gouvernement némérien. L'ambassadeur de la lointaine planète rencontra ensuite les chefs d'État des grandes puissances de notre monde, toujours dans le plus grand secret, et leur proposa des accords similaires qui furent acceptés. La France ayant accepté, l'Allemagne accepta à son tour, puis les États-Unis, puis la Russie, la Chine et une flopée d'autres pays. Le plan némérien était en place. Le deal contenait plusieurs mesures. Mesure numéro 1. L'ensemble des pays signataires s'engagent à adopter une monnaie commune équivalente au crédit interplanétaire utilisé par Néméria. Cette monnaie pourra dans un premier temps suppléer les autres monnaies utilisées par les pays signataires avant d'être remplacée sous 5 ans. Mesure numéro 2. Tous les échanges avec des planètes extérieures doivent se faire en crédit interplanétaire. Mesure numéro 3. Aucune entreprise des pays signataires n'est en droit de refuser de vendre quoi que ce soit aux entreprises némériennes. Mesure numéro 4. Aucune entreprise des pays signataires n'est en droit de refuser l'entrée au capital d'actionnaires némériens. Mesure numéro 5. Les pays signataires reconnaissent la création, l'existence et la légitimité d'un État némérien dans les eaux internationales résultant de la création d'une île artificielle à la charge de Néméria. En échange de l'adoption de ces mesures, le gouvernement némérien s'engage à fournir gratuitement à l'ensemble de la population des pays signataires des vaccins immunisants contre la totalité des maladies humaines connues, à fournir gratuitement à chaque pays signataire 10 navettes de voyage spatial ainsi que les plans et les technologies permettant d'en fabriquer d'autres, à fournir un emploi à tout citoyen des pays signataires en faisant la demande, ces emplois pouvant être localisés aussi bien sur Terre que sur d'autres planètes partenaires. Planète partenaire, c'est marrant ce terme. C'est beaucoup plus facile à faire adopter par l'opinion publique que planète colonisée avec le consentement docile de ses élites. La suite, au prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mon Utip pour soutenir mon travail. Sur ce, je vous dis à demain pour la suite et fin de cette histoire.